Ouais, bien, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire RGPD. Je voudrais vous remercier tout d'abord de nous accorder votre temps aujourd'hui pour parler du RGPD. Donc, je suis Christian Valéry de CIFAR IT. Je suis accompagné également d'Emeric et de Mission RGPD. Et donc, nous allons vous proposer ce webinaire pendant les 45 prochaines minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'attendre peut-être une ou deux minutes pour laisser les participants se connecter. Mais bon, on va enseigner assez rapidement puisque 45 minutes, c'est vrai que ça passe assez vite. Bonjour à tous. En effet, on va attendre encore quelques petites minutes, une petite minute avant de commencer et attendre tout le monde. Et nous Alors, profitons également pour vous dire que le webinaire est enregistré. Donc, si vous avez manqué quelque chose, vous pourrez éventuellement avoir la vidéo par la suite. Ou alors, effectivement, si vous avez des personnes que vous connaissez qui souhaitaient participer au webinaire mais qui n'ont pas pu, elles vont pouvoir également regarder la vidéo par la suite. Mais je vois que pas mal de participants se sont déjà connectés. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer. On va commencer par des petites présentations très rapides. Donc, comme je vous ai dit, je suis Christian Valéry de CIFAR IT. CIFAR IT, c'est une société d'audit et de conseil informatique. Nous sommes une filiale de 4 cabinets français d'expertise comptable et de commissariat aux comptes qui sont Avens, Dupouille, Groupe Procard et RSA, tous membres du réseau Pro. Et nous avons donc des bureaux à Paris, à Dijon, à Lyon et à Bordeaux. Et je suis moi-même basé à Aix-en-Provence. Donc, c'est vrai qu'on peut du coup intervenir sur toute la France. Et donc, comme on vous l'a dit, je suis accompagné d'Émeric Guyard qui, je laisse présenter Mission RGPD. oui, alors je te remercie Christian. Mission RGPD, nous on édite une plateforme de mise en conformité qui permet donc au travers d'une interface en ligne et une interface centralisée de pouvoir gérer bien sa conformité RGPD. Et donc on verra notamment que Christian et CIFAR IT utilisent la plateforme pour accompagner l'ensemble des entreprises clientes lors des missions. Alors, nous, aujourd'hui, on est a une clientèle majoritairement française et puis on commence à se développer à l'international. Merci, Émeric. Donc, très rapidement sur les interactions avec l'audience, nous allons essayer d'avoir un webinaire un peu différent, très interactif. Forcément, nous allons parler un peu de la réglementation, mais nous allons vraiment essayer d'avoir un focus sur des cas pratiques. Et nous allons utiliser la plateforme Menti. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une plateforme qui permet d'échanger et d'avoir certaines interactions. Donc, munissez-vous de votre téléphone. Ce sera avec un QR code. Si vous n'avez pas de téléphone, vous pouvez le faire sur l'ordinateur. Il suffit juste de se connecter à menti.com et d'utiliser le code qui sera affiché. Pour la petite histoire, la plateforme est conforme au RGPD et vous pouvez avoir accès à la politique de sécurité en ligne. Alors, tout de suite, nous allons commencer avec une petite prise de connaissance. Et donc, je vous invite à vous munir de vos téléphones et de flasher ce QR code. Ou si vous n'avez pas de flasher pour le QR code, je vous invite à aller sur menti.com et utiliser le code que vous voyez s'afficher ici. Donc, voici. La première question que je voulais vous poser, c'est, selon vous, quels sont les principaux freins à la conformité RGPD? Alors, suivant ce que vous avez dans vos entreprises, qu'est-ce que vous pensez qui est le frein RGPD? Alors, je vois qu'il y a quelques participants qui viennent de nous rejoindre. Si vous souhaitez participer, vous pouvez aller directement sur menti.com et utiliser le code qui est affiché au-dessus. Ou sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur le... Vous pouvez continuer à répondre à la question. Si vous pouvez flasher le code, ça vous permettra d'aller plus vite sur la question.
Oui, pour celles et ceux qui auraient des difficultés, vous ouvrez votre appareil photo et vous le placez devant votre écran. Normalement, ça détectera le QR code et vous pourrez accéder au questionnaire en ligne et répondre aux questions directement depuis votre téléphone, ce qui vous permettra de participer au jeu, puisque vous avez donc, je crois, Christian, quelque chose à gagner, notamment pour l'anniversaire du RGPD. Tout à fait, j'ai oublié de les mentionner. Il y aura donc un diagnostic RGPD à gagner à l'issue du quiz qu'on va faire à la fin du webinaire. Alors effectivement, nous avons 3 réponses pour l'instant sur les principaux freins au RGPD. Donc la complexité du sujet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets à prendre en compte et il y a beaucoup de choses à mettre en place. Le temps disponible et la méconnaissance des applications pratiques de ce règlement. Donc ça tombe bien. Aujourd'hui, dans le webinaire, nous allons essayer de décomplexifier le sujet. Le temps disponible, comme vous pouvez l'imaginer, si Farenty est mission RGPD, nous pouvons intervenir et vous aider sur le sujet. Et on va essayer de vous porter quelques éléments pratiques pour que vous puissiez comprendre un peu comment cela fonctionne au niveau des applications pratiques. Un problème du temps à consacrer pour l'utilité, sentiment que ça n'apporte pas plus de performance, mais plutôt des contraintes, difficultés à appréhender de ce qui relève du RGPD ou pas. Donc effectivement, on va essayer de vous présenter aussi le RGPD, non pas en tant que contrainte, mais en tant que quelque chose qui peut vous apporter de la valeur. Donc on verra tout ceci par rapport à la suite du webinaire. Alors, une petite question rapide aussi, on va essayer de passer rapidement. Qu'attendez-vous de ce webinaire et je vais essayer de voir si le webinaire qu'on a préparé va répondre à vos questions. Alors, des réponses pratiques pour faciliter et peaufiner la mise en place du RGPD, d'y voir plus clair et de savoir par quel bout commencer. Donc, effectivement, on va aborder ces choses dans le webinaire et on va essayer de finalement de décomplexifier et de vous donner des éléments sur comment ça fonctionne. Et on va focaliser sur certains cas pratiques. Et les actions à prioriser, ça aussi, on va pouvoir en discuter durant notre webinaire. Donc, c'est parfait. Exemple d'application pratique de ce règlement. Ben justement, c'est exactement ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui. Alors, si nous reprenons rapidement sur le sommaire, nous avons déjà fait les présentations. Nous allons faire quelques rappels tout de suite sur les risques et les enjeux et la réglementation elle-même. Quelques faits marquants en 2022. Ensuite, justement, on va essayer de vous apporter des informations sur comment vous pouvez gérer votre conformité RGPD et comment nous pouvons vous aider sur cette conformité. Émeric ensuite va vous présenter la plateforme Mission RGPD que nous utilisons dans le cadre de nos missions. Et à la fin, nous allons avoir les cas pratiques et le quiz qui vous permettront de gagner éventuellement un diagnostic RGPD. Et ce que je voulais vous dire également, c'est que si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à utiliser le chat dans le GoToWebinar. Nous allons essayer de répondre à vos questions à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation. Nous allons y revenir par la suite. Commençons par quelques rappels sur la réglementation RGPD. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on va on va être très rapide sur la présentation de la réglementation. J'ai laissé dans la présentation que vous pouvez télécharger des annexes avec des informations un peu complémentaires. En revanche, je souhaitais juste vous rappeler que le RGPD a 5 ans aujourd'hui, a été mis en place en 2018. On parle de données personnelles pour les personnes physiques uniquement. Et les données personnelles, c'est les données qui permettent l'identification directe de la personne. Donc, ce sont les noms, prénoms. Ça peut être aussi une identification indirecte qui serait une donnée ou plusieurs données mis bout à bout pour reconnaître la personne concernée. Et donc, le RGPD, il a un champ d'application européen.
Alors, le RGPD n'est pas tout seul. Il y avait déjà la loi informatique et liberté en France et elle a été mise au goût du jour par rapport au RGPD en juin 2019. Et il faut prendre en compte également la loi informatique et liberté. Pourquoi? Parce que elle va inclure les marges de manœuvre nationales qui sont autorisées par le RGPD. Donc, chaque pays peut avoir une certaine marge de manœuvre. Et elle va être aussi importante pour la transposition en droit français de la directive e-privacy, qui est finalement les cookies pour la plus grande partie. C'est aussi la transposition en droit français de la directive police-justice, mais ça va un peu moins nous intéresser pour le coup. Et le périmètre d'application, bien évidemment, il est en France. Maintenant, si on parle des risques sur les RGPD, tout le monde le connaît, le risque financier, jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires, avec une astreinte qui peut atteindre jusqu'à 100 000 euros par jour. On est d'accord, ce sont les risques qui interviennent plus pour les grands groupes et lorsqu'on a une très grosse non-conformité au RGPD, et il faut toujours le mentionner. Le risque, je pense qu'on trouve de plus en plus aujourd'hui, c'est la discontinuité d'activité. Alors, ça peut être une sanction prononcée par la CNIL qui est pour suspendre un traitement ou suspendre un flux de données hors Union européenne. Mais ce qu'on voit de plus en plus, ce sont les accès qui sont éventuellement refusés à des marchés ou des clients qui, lorsqu'ils ont eux-mêmes des clients, ils ne sont pas en mesure de confirmer leur conformité RGPD et ça les restreint dans leur croissance. Donc, je pense que c'est plutôt ce risque-là qui est le plus important aujourd'hui. Le risque pénal qui est un petit peu anecdotique, mais il faut toujours le noter. Et l'atteinte à l'image. Effectivement, je pense que personne ne veut aujourd'hui avoir un problème avec le RGPD, se retrouver dans la presse avec une fuite d'informations ou quelque autre problème que ce soit. Je pense que ça poserait problème à toute entreprise. Et aussi le dernier risque qui est pas des moindres, le rappel à l'ordre par la CNIL. Alors effectivement, ça peut prêter à sourire, mais la CNIL peut rappeler à l'ordre et forcément, lorsqu'elle le fait, ça peut déboucher sur les autres risques parce que ce sera suivi par la suite. Donc, ce n'est quand même pas anodin. Les enjeux du RGPD aujourd'hui, finalement, c'est le seul texte à imposer des obligations de cybersécurité précises. Donc, je pense que c'est un enjeu majeur. La cybersécurité, s'assurer qu'on a une authentification, des mots de passe qui sont assez complexes, et tout ce qui fait qu'on est assuré que les données personnelles sont bien sécurisées, c'est quelque chose qui sera très important. Dans la cybersécurité, ce qui est important également, c'est la sensibilisation des utilisateurs, et puisque les utilisateurs sont quand même la première surface d'attaque aujourd'hui au niveau du risque cyber. En tout état de cause, ce qu'il faut retenir également, c'est que la CNIL elle a des préconisations pour la cybersécurité. Je vous ai mis en annexe, on va pas revenir vers toutes les préconisations. Il y en a 17 en tout, et il faut s'assurer que tout ça est mis en place. Donc ça, ce sont des choses que Sifar-IT suit par la suite lorsqu'on aide nos clients sur le RGPD. Les demandes externes, c'est ce qu'on a vu auparavant. De plus en plus d'organismes aujourd'hui demandent de justifier de la conformité RGPD. Et c'est quelque chose qu'il faut être capable de mettre en place et pour pouvoir répondre à ces demandes. Donc, il faut être sûr qu'on a mis en place la conformité RGPD, mais il faut être sûr qu'on puisse communiquer sur cette conformité RGPD également. Et puis, un dernier point qui est assez intéressant aussi, c'est qu'au niveau du respect de nos employés, de nos concitoyens, on a beaucoup de programmes de responsabilité sociale des entreprises qui ont démarré. La conformité RGPD, quelque part, elle s'inscrit aussi dans ce cadre. Alors maintenant, on va faire un petit test, si vous avez retenu sur le cadre réglementaire. Si on va vous poser une petite question. Pour vous, est-ce que vous traitez correctement des données personnelles si vous êtes uniquement conforme au RGPD? Si vous ne pensez qu'au RGPD, vous n'utilisez aucun autre référentiel. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Est-ce que c'est je suis pas sûr? Alors pour rappel, vous pouvez toujours utiliser le code qui s'affiche en haut sur menti.com. Alors il y a une personne qui a répondu. Je vais pas faire jouer le suspense. La réponse est non, effectivement, comme on l'a vu juste avant. Il faut penser au RGPD, mais il faut penser également à la loi informatique et liberté. C'est dans la loi informatique et liberté qu'on va avoir tous les éléments concernant les cookies et aussi des choses comme par exemple l'âge minimal pour avoir un compte sur
site internet. L'âge minimal, c'est 16 ans par rapport à la loi informatique et liberté, et ce n'est pas présent dans le RGPD. Maintenant, une question qui est un peu plus intéressante. Pour vous, quels sont tous les choix possibles qui correspondent à une donnée personnelle? Alors, on a la signature, la plaque d'immatriculation, l'adresse IP, le ticket de caisse, si on va au supermarché, les données personnelles anonymisées ou les données personnelles pseudonymisées. Alors, c'est déjà un petit peu plus dur. Alors, on a une première réponse. Donc, je vais deuxième réponse aussi pas mal. Donc, effectivement, vous n'êtes pas fait avoir. La signature, forcément, c'est une donnée personnelle, puisqu'elle est unique normalement, elle est unique à chacun. La plaque d'immatriculation, on peut l'utiliser également pour retrouver la personne concernée. C'est un petit peu plus dur, mais dans le RGPD, on s'affranchit du fait que ce soit dur ou pas. Si on peut retrouver la personne, ça reste de la donnée personnelle. L'adresse IP, c'est la même chose. Je vois bien que vous n'êtes pas laissé avoir par les données personnelles anonymisées. Ce ne sont pas des données personnelles, et vous avez bien répondu sur les données personnelles pseudonymisées. Les données personnelles pseudonymisées restent des données personnelles dans la mesure où on peut toujours retrouver la clé qui va remonter à la personne concernée. Donc, dans le RGPD, il faut toujours les traiter comme données personnelles. Donc, c'est très bien. Alors, quelques faits marquants en 2022. Je pense que ce qui est intéressant en 2022, c'est la procédure simplifiée qui a été créée. Elle permet de viser des acteurs plus petits. Alors, vous vous souvenez, 4 millions ou 20 millions 4% du chiffre d'affaires. Sur des dossiers un peu plus simples, sur des entreprises un peu plus réduites, la CNIL s'est dotée de cette procédure simplifiée. L'amende maximum, elle est de 20 000 € avec 100% s'il y a une injonction avec astreinte par jour de retard. Et les sanctions ne se sont pas rendues publiques. Donc, ce qui permet à la CNIL de traiter plus de dossiers. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est un risque qu'on peut avoir qui est très réel. Les sanctions en 2022, il y en a eu 21 en tout pour plus de 101 millions d'euros d'amende. Il y a 13 sanctions qui ont été rendues publiques et il y a eu 147 mises en demeure et de nombreuses mises en conformité. Juste pour passer très rapidement sur les sanctions, on les connaît tous, les gros. Donc ça, c'est l'article 82 du informatique et liberté. C'était sur les cookies essentiellement. Ici, d'autres sanctions avec d'autres grandes entreprises ou des entreprises un peu plus moyennes. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que il y a tous les champs d'action, que ce soit sur la sécurité des données, lorsqu'il y a eu des fuites de données, que ce soit sur l'exercice des droits des personnes concernées. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que on voit ici que l'article 30 n'est pas mentionné. L'article 30, c'est l'article qui permet de demander aux entreprises de créer le registre des traitements. Et je vois souvent auprès de mes clients que l'article 30, finalement, c'est pour beaucoup d'entreprises, c'est la finalité du RGPD. Non, finalement, c'est le point de départ et c'est tout ce qui va avec qui peut poser problème et qui peut déboucher sur une sanction. Et le dernier que je voulais vous présenter également, c'est de l'abus bio qui était donc qui intervenait en tant que sous-traitant. Et au niveau de leurs sanctions, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment respecté leurs contrats qu'ils avaient avec leurs responsables de traitement. Donc, ce qui est très important, c'est lorsqu'on a des sous-traitants, de pouvoir les identifier et bien mentionner les règles qu'ils doivent respecter pour être conformes au RGPD. Et très rapidement aussi, depuis la mise en place du RGPD, en tout, c'est 2,5 milliards d'euros d'amende en Europe, 500 millions en France. Et aussi, si vous souhaitez savoir à peu près toutes les sanctions tous les contrôles qui ont été réalisés en France, vous pouvez voir ici sur cette carte toutes les entreprises qui ont été auditées par la CNIL. Ce sont des données qui sont publiques sur data.gouv.fr. Et si vous souhaitez voir si votre voisin a été audité, vous pouvez aller regarder. C'est assez intéressant. Alors maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est par où commencer.
C'était une des questions. Ça, c'est le guide pratique qui a été créé par la CNIL. Et donc, comme je vous disais, le point de départ, c'est constituer un registre des traitements. C'est là où on va commencer à avoir toutes les données personnelles qui transitent au niveau de l'entreprise et commencer à se poser les questions de qu'est-ce qu'on va faire avec, pourquoi on en a besoin, quelles sont les finalités et quelles sont les durées de conservation. Dans un deuxième temps, et c'est là qu'on voit que les entreprises le font un petit peu moins, c'est faire le tri dans les données. Donc, c'est revoir les données que nous avons, se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Quelles sont les problématiques liées à ces données? Est-ce qu'il y a des données sensibles? Et est-ce que je peux justifier de l'utilisation de ces données, des accès et aussi des durées de conservation? Dans un troisième point, respecter les droits des personnes. Donc, c'est mettre en place les mentions d'information aux personnes concernées, s'assurer qu'elles sont informées de leurs droits, et aussi mettre en place les procédures d'exercice des droits des personnes concernées. Donc, droit à l'oubli, droit de correction, droit d'accès, toutes ces choses-là, il faut pouvoir les mettre en place. Et dans un point 4, vérifier la sécurité physique et logique des données personnelles et s'assurer qu'elles sont bien sécurisées selon les 17 préconisations de la CNIL. Bien évidemment, s'il y a une violation de données, il faut également en avertir la CNIL. Comment nous pouvons vous aider? Nous avons une démarche qui est en 3 étapes. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Si vous souhaitez, vous pouvez regarder sur la présentation. Mais en gros, notre première étape consiste à faire du diagnostic et de la cartographie. C'est là où on va venir avec vous voir tout ce que vous avez déjà fait, ce qui manque éventuellement, s'assurer que vous avez bien récolté tous les éléments nécessaires à la création de votre registre des traitements, donc savoir si vous avez vraiment identifié toutes les données personnelles et tous les flux associés. Au bout de cette étape, nous pouvons vous donner la cartographie de vos flux et un début de registre des traitements et aussi les actions qui devront être menées. Dans un deuxième temps, on fait une mise en œuvre des actions pour vous mettre en conformité. C'est là qu'on va vous donner pas mal d'éléments sur les politiques de sécurité, la charte informatique. On va vous donner accès à la plateforme Mission RGPD, très important, qui va vous aider tout au long de votre conformité RGPD. On vous donne également des kits sur les informations légales à mettre soit sur votre site internet ou sur les mentions d'information. Donc, c'est vraiment là qu'on vous donne tout des clés en main pour pouvoir réaliser votre conformité RGPD. Et dans un troisième temps, on passe en phase d'assistance continue. Soit on est en tant que DPO avec votre entreprise, ou on vous donne des éléments au fur et à mesure sur le plan d'action en lui-même, ou alors on va également vous aider sur les audits de sécurité, sur les campagnes de sensibilisation des utilisateurs, etc., etc. Quelque chose qui est intéressant aussi, je pense que vous vouliez savoir par quoi commencer pour vous mettre en conformité RGPD. Ce que nous faisons avec nos clients, nous avons un workshop qui est basé sur ce graphe et on essaye d'aller de bout en bout voir toutes les problématiques qu'il faudra prendre en compte. Alors, si on parle des personnes concernées, on va se demander quelles sont ces personnes, quelles sont les données qu'on va vouloir récupérer, et on va se poser la question comment on va les transmettre, ces données. Ces données, elles peuvent être transmises sous format papier, elles peuvent être transmises par ordinateur, par téléphone. Et sur cette transmission, on va se demander comment on sécurise les données sur la transmission. Est-ce qu'on a des sous-traitants? Est-ce que ces sous-traitants sont conformes? Au niveau de la transmission, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question également pour ces personnes concernées. Est-ce qu'elles ont été informées de leurs droits? Et aussi, si on en a besoin, est-ce qu'elles ont donné leur consentement? Donc ça nous permet de voir dès le départ qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour nous assurer de la conformité. Très rapidement, on se pose la question en 4 de qui va utiliser ces données, quels sont les destinataires et de quelles données ces personnes auront besoin. Et forcément, si on a des données qui ont été transmises, on va les stocker. Donc, où est-ce qu'on va les stocker? Si c'est du papier, dans quel tiroir on va le mettre? Est-ce qu'il sera fermé à clé? Si c'est dans le cloud, éventuellement, quel est le sous-traitant? Est-il conforme encore? C'est la même question. Ou alors, ce sera en interne également. Sur le stockage, très rapidement, on va se poser la question de combien de temps on va les stocker, ces données. Donc, c'est le point 6 sur la fin de vie. Donc, c'est très important de se poser la question combien de temps on les stocker, ces données, mais aussi qu'est-ce qu'on va mettre en place pour s'assurer qu'on efface les données. Parce que on peut avoir l'intention de les effacer, puis finalement, on ne fait pas grand-chose. Donc, c'est important de penser à ça dès le départ. Et finalement, au niveau du cas numéro 7,
on commence à se poser la question comment on va exercer les droits des personnes concernées. Donc, comment on leur donne accès à l'exercice de leurs droits et quels sont les processus qu'on va mettre en interne pour modifier les données, donner d'accès, etc., etc. Et en dernier lieu, on se pose la question des parties prenantes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait tout ça, il faut qu'on justifie notre conformité RGPD. Donc, ça peut être nos clients, ça peut être les personnes qui vont sur notre site Internet. Donc, c'est à ce moment-là qu'on se pose les questions de qu'est-ce que nous allons écrire dans notre politique de sécurité, qui finalement sera un résumé de tout ce qu'on a mis en place sur toutes ces étapes pour justifier notre conformité RGPD auprès des tiers. Alors, une petite question qui est intéressante maintenant. Je voulais vous demander où est-ce que vous en êtes au jour d'aujourd'hui sur le RGPD. Alors, vous pouvez reprendre vos téléphones et répondre à la question. Est-ce que vous avez un DPO nommé? Est-ce que vous avez votre registre des traitements complété? Est-ce que vous avez revu vos DCP et minimiser les données? Donc, faire le tri dans vos données. Est-ce que vous avez mis en place les droits des personnes? Et est-ce que vous avez réalisé des audits de sécurité? Alors, c'est assez intéressant parce que on voit bien ici sur la réponse. Alors, c'est bien, il y a un client qui a un DPO nommé. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais c'est quand même fortement conseillé. Mais ce que vous voyez, c'est qu'au niveau de ce que je vous disais tout à l'heure sur les préconisations de la CNIL, on a le registre des traitements qui est complété. On a éventuellement le processus de gestion des droits des personnes qui est réalisé. Donc, c'était le 1 et le 3. En revanche, sur les audits de sécurité réalisés, il y a pas grand monde. Et pareil, sur faire le tri dans vos données, là, il n'y a aucune réponse. Donc, on voit bien que finalement, par rapport à ce que je pensais, c'est un peu ce qui arrive avec votre entité. Et tout de suite, je vais vous laisser, je vais passer la main à Aymeric pour qu'il vous présente la plateforme Mission RGPD, qui est donc la plateforme que nous utilisons lors de nos accompagnements avec nos clients. Oui, merci Christian pour cette beau début de présentation. Alors, moi, je vais intervenir rapidement pour vous présenter la plateforme qu'utilise Cifar IT dans le cadre notamment bien de cette démarche d'accompagnement qu'a présenté Christian. Cette plateforme, elle va vous permettre d'accéder à une interface en ligne et plusieurs applications donc pour gérer différents enjeux de la conformité qu'on vous a présenté. Alors, vous allez pouvoir gérer au travers de cette plateforme votre registre des traitements, la gestion des droits des personnes, et en effet, réaliser en effet ces audits, mener ces plans d'action avec Christian, ici Cifar IT, et puis tout un ensemble d'autres enjeux. Donc, on vient faciliter la gestion, la collaboration aussi entre Cifar IT et l'entreprise, et puis le suivi, la mise à jour et le maintien de cette conformité avec cette plateforme. Si on passe au slide suivant, on verra que cette plateforme, elle nous permet aussi de gérer plusieurs sociétés en une interface. C'est-à-dire qu'en un clic, on peut switcher d'une société à l'autre et puis même avoir une vision groupe. Si jamais vous avez plusieurs sociétés dans le cadre d'un groupement de sociétés. On verra aussi qu'il y a beaucoup d'aides pour vos activités spécifiques, notamment puisqu'on a adapté la plateforme selon la spécificité d'un grand nombre de secteurs. Et puis, vous pouvez importer peut-être votre existant. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui mentionnaient le fait qu'elles avaient déjà un registre des traitements. Bah, vous allez peut-être aussi pouvoir l'importer pour repartir sur ce que vous avez fait jusqu'aujourd'hui. Et puis mettre un coup de boost avec Christian et la plateforme pour avancer rapidement sur la suite de votre mise en conformité. Je vous montre sur les slides suivants comment ça peut se présenter.
Vous pouvez démarrer en important vos fichiers existants, vos registres, au format Excel par exemple. Ça s'importe dans la plateforme et ensuite vous allez pouvoir poursuivre finalement votre mise en conformité. Ou bien, si vous n'avez pas d'existant et rien, et donc vous démarrez de zéro, tout est prévu aussi pour que vous démarriez de zéro. On vous demandera de renseigner quelques informations sur votre entreprise, notamment pour que la plateforme s'adapte à votre contexte, à la façon dont vous travaillez, notamment pour les services que vous avez dans votre société, les logiciels que vous utilisez, les sous-traitants avec lesquels vous travaillez en effet. Ensuite, vous allez pouvoir travailler donc sur le phase d'audit avec Christian qui vous accompagne, notamment au travers de la plateforme. Donc là, on va pouvoir répondre à des questionnaires. On va pouvoir être guidé aussi par la plateforme et par CIFAR IT dans ces questionnaires. Tout ça pour obtenir un plan d'action et un plan d'action pour la mise en conformité de votre entreprise. Et vous allez pouvoir, au travers de cette interface, suivre les différentes actions. Et c'est le moyen aussi de pouvoir notifier telle ou telle personne dans l'entreprise et faire en sorte que bien, tous les services puissent réaliser les bonnes actions pour se conformer. On va pouvoir notifier peut-être le responsable marketing ou communication pour la conformité d'un site Internet. On va pouvoir peut-être aussi notifier le responsable RH pour la mise à jour de mentions RGPD sur les contrats de travail, par exemple. Voilà, des exemples assez basiques et concrets, mais c'est le moyen d'harmoniser tout ça, de suivre et de bien voir aussi qu'on n'a rien oublié. Vous allez aussi pouvoir donc poursuivre ou créer votre registre de traitement. Là, on est guidé par des formulaires et on valide avec notamment Christian et CIFAR IT aussi, notamment si si Christian est votre DPO externalisé pour valider votre registre à la fin, mais tout se déclare au travers de cette interface-là. On verra aussi qu'on peut gérer les incidents et violations de données, puisque vous avez des démarches à réaliser, des enjeux à bien piloter sur cette partie-là. Pour faire simple, vous avez une violation de données, enfin un incident de sécurité aujourd'hui, c'est une violation de données personnelles. Vous avez notamment un registre de violation de données personnelles à suivre et à construire. Et donc, cette plateforme, elle va vous faciliter la tenue de ce registre et permettre de travailler avec, encore une fois, Christian, mais aussi avec toutes les personnes concernées chez vous pour eh bien, apporter les bonnes informations dans ce document. On verra aussi qu'on peut gérer facilement les demandes de droit de vos clients, de vos salariés et de vos prospects, de manière générale, de toute personne qui échange avec votre société et dont vous traitez peut-être des noms, prénoms, adresses mail, bref, des données personnelles. Ils vont pouvoir vous faire exercer leurs droits, évidemment. Toutes les demandes remontent au travers de votre plateforme, ce qui vous permet d'être alerté en temps réel, ce qui vous permet de répondre, en tout cas de les traiter et de pouvoir les suivre, ces demandes-là. Encore une fois, d'avoir l'aide de Christian sur cette plateforme-là pour y répondre correctement. Et bien entendu, je finirai peut-être. Alors oui, il y a aussi cette étape de PIA. Bon, vous pouvez réaliser vos PIA, je passe rapidement ce sujet-là, mais on peut aussi gérer, donc on peut piloter au travers de KPI, mais tout est prévu et tout a été développé pour que cette plateforme-là puisse être prête en cas de contrôle. C'est-à-dire que on va pouvoir démontrer à une autorité de contrôle en ouvrant les applications qu'on a une démarche de conformité et des processus qui sont en place, des audits, des actions, l'assistance de CIFAR IT, mais aussi qu'on a nos registres, que l'on a une procédure d'exercice de droit, d'incident, etc. Voilà. Donc, c'est cette plateforme qui est proposée par CIFAR IT pour votre conformité RGPD. Très bien. Ben, merci Émeric. Tout de suite, je vous propose de passer au cas pratique.
qu'on vous a préparé. Donc, on en a deux. Et ici, c'est le premier cas pratique qui est donc Ubeco International. C'est donc une sanction en 2022. Donc, ça vient d'arriver. C'est une société qui met en œuvre une plateforme de location de voitures en autopartage. Et elle propose cette solution particulière aux professionnels en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, donc un peu partout en Europe. Et ce sera une problématique de géolocalisation. Pour la géolocalisation, je vous demande de ne pas penser à la facturation au kilomètre, qui est peut-être la première chose à laquelle vous allez penser par rapport à la finalité de cette utilisation. Ce n'est pas mentionné dans les délibérations de la CNIL, donc je l'ai complètement écarté du cas pratique. Alors, nous avons la première réunion, qui est donc avec Julie, directeur général, et Marc, directeur des opérations. Et donc, Julie demande à son équipe de trouver une solution de géolocalisation pour gérer le parc des voitures. Alors, effectivement, Marc, il répond tout de suite, c'est vrai qu'on a besoin de savoir où se trouvent les voitures lorsqu'on démarre la location et à la fin de la location. Donc, la première finalité, ce serait de gérer le parc. Dans un deuxième temps, c'est vrai qu'ils se disent, ce serait bien de retrouver les véhicules en cas de vol. Donc ça, c'est la deuxième finalité sur laquelle on peut se baser. Ils veulent retrouver la voiture en cas de vol. Une autre finalité, Marc se dit, ce serait bien qu'on retrouve aussi le client s'il a un accident. Éventuellement, on pourrait l'aider et donc la géolocalisation pourrait nous aider sur ce point-là. Il y a aussi une chose que Julie remarque, c'est que lorsqu'il loue les voitures, il faudrait vérifier que les personnes n'aillent pas faire du 4x4 avec des voitures particulières. Donc, ce serait bien aussi de vérifier que les personnes restent bien sur les routes et ne vont pas faire n'importe quoi. Donc, ça ajoute à la finalité. Et puis, en dernier lieu, Marc se dit, en plus, à Madrid, on a le péage urbain et avec ça, avec une solution, on pourrait effectivement facturer le péage urbain de façon automatique. Donc ça, c'est parfait. Julie maintenant demande à Marc de trouver une solution technique et Marc, il part à la recherche de la solution. Un peu de temps après, on a la réunion 2 avec Marc qui a trouvé une solution ultime. Et donc, tout le monde est très excité pendant la réunion et on lui demande d'expliquer un peu comment ça fonctionne. Et donc, Marc est très heureux. Il explique qu'on va avoir des coordonnées GPS qui vont être envoyées par la voiture et ça va être sauvegardé à chaque fois que le moteur s'allume ou s'éteint, une porte s'ouvre ou se ferme, ou le véhicule se déplace de 500 mètres. Donc à partir de là, Julie est extrêmement contente. Elle dit bon boulot Marc, avec ça on va vraiment pouvoir avoir une vision fine d'où se trouvent les voitures et c'est très bien. Donc ils mettent en place la solution. Alors je vais essayer de repartir sur le QR code puisque je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont connectées aussi entre-temps et il y a eu un peu moins de réponses que de participants. Donc, je vous laisse reflasher le QR code. J'explique à tout le monde à nouveau. Vous pouvez flasher ce QR code et vous allez directement aller sur une plateforme qui va vous permettre de répondre aux questions directement. Alors, ça devient très intéressant et très important puisqu'on aura le quiz juste après qui va vous permettre de gagner le diagnostic RGPD. Et si vous n'avez pas de QR code, vous n'avez rien pour le flasher, vous pouvez aller sur menti.com et juste rentrer le code au-dessus qui s'affiche. Il va s'afficher tout au long, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, si on arrive au cas pratique, Ubeco International, selon vous, quels sont les principes qui ont été négligés par Ubeco International? Alors, on a Security by Design, Privacy by Design, Privacy by Default et aucun, vous auriez fait pareil. Alors, on a le Privacy by Design qui prend la tête, un peu de Security by Design, Privacy by Default. Je vais vous donner la réponse. Alors effectivement, les deux principes sont le Privacy by Design et le Privacy by Default. Privacy by Design, puisque ce qu'il faut, c'est vraiment mettre en place une protection des données personnelles
le début de la mise en place de la solution. Donc, pendant ces réunions, ils auraient dû se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire de ces données? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que ce sont des données personnelles? Et le privacy by default, qui est que finalement, lorsqu'on récupère des données personnelles, il faut se mettre en tête que ces données doivent être minimisées par défaut. Et donc, quand on voit tous les événements qui donnent lieu à l'envoi d'une coordonnée GPS, on peut se dire que finalement, ils en avaient un petit peu plus que ce qu'il en fallait. Ça, c'est le deuxième cas. Alors, maintenant, l'avis de la CNIL. Souvenez-vous des finalités qui avaient été remontées lors de la réunion. Finalement, ce sont les finalités qui ont été envoyées à la CNIL. Vous imaginez bien que lorsque la CNIL a commencé à enquêter sur la chose, ça a été la réponse du client de se dire voici les finalités qu'on voulait mettre en place. Alors, gérer le parc entrée-sortie. La CNIL répond vous n'avez pas besoin de tout ça de coordonnées, vous avez besoin d'une coordonnée à l'entrée et à la sortie. Avec tout ce que vous aviez récupéré, c'est complètement disproportionné et donc du coup, ça ne marche pas. Maintenant, le vol. Le vol, la CNIL répond directement, le vol, vous avez besoin des coordonnées GPS à partir du moment où le véhicule est volé, et pas avant. Donc là encore, ils ne peuvent pas utiliser cette finalité. Et en plus de ça, ce qui est intéressant ici, c'est que la CNIL va même voir si le client a mis en place, si l'entreprise a mis en place d'autres processus qui permettent d'assurer la même finalité. Donc ici, par exemple, la CNIL s'est rendu compte que 60% des vols étaient effectués par les locataires eux-mêmes, et que l'entreprise ne mettait même pas en place un dépôt de garantie pour s'assurer que les clients n'avaient pas volé la voiture. Donc elle se dit finalement, vous essayez de récolter les coordonnées GPS, alors que le minimum que vous devriez faire, vous ne l'avez pas fait. Donc pour moi, le vol, ça ne peut pas être une finalité en plus de ça. L'assistance en cas d'accident, finalement, elle est comme le vol, il faut qu'il y ait un accident. Donc avant, pas besoin de récupérer les coordonnées GPS. Quelque chose qui est très intéressant sur la circulation uniquement sur les voies carrossables. Ce que la CNIL a répondu à l'entreprise, c'est que vous avez récolté des données, mais au final vous n'en faites rien. Donc là, on voit bien que lorsqu'on récupère des données, si on a l'intention de faire quelque chose avec, mais qu'on ne le fait pas, la CNIL elle va vous toquer, elle va vous dire non, vous n'avez pas besoin de récupérer ces données. On ne récupère pas des données juste pour une intention. Il faut vraiment qu'il y ait une finalité. Donc, elle a dit que c'était pas une finalité correcte par rapport à l'utilisation des données. Et en plus de ça, encore même chose, quand bien même il pourrait regarder les données, finalement le contrat il ne proposait rien comme conséquence. Donc au final, cette finalité elle n'a pas lieu d'être. Le péage de Madrid, je vais vite, solution encore disproportionnée. Le péage il a lieu que dans une seule ville d'Europe, alors qu'il faisait la récolte de données pour toute l'Europe. Donc ça encore, c'est disproportionné. Et un dernier manquement qui est assez intéressant, les données étaient conservées 3 ans après la dernière interaction sur le site internet. Ça veut dire que vous pouviez avoir loué une voiture il y a 10 ans de cela. Si vous alliez sur le site internet, ben, c'était reparti encore pour 3 ans. Donc là, effectivement, au niveau de la durée de conservation, c'était un peu n'importe quoi et la CNIL a vraiment sanctionné dessus. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, Christian, vous êtes bien gentil. Ubiquo International, ils utilisent des données de géolocalisation. Alors, a priori, on voit que c'est un petit peu sensible. Le RGPD, moi, finalement, j'ai assez peu d'interactions avec des clients. Je n'utilise pas ces données sensibles. Alors, j'ai quand même un cas pratique pour vous aussi. Ça, c'est aussi un cas réel. C'est un de nos clients. Ils ont un ancien salarié qui leur demande est-ce que vous pouvez me transmettre toutes les données personnelles me concernant que vous détenez sur moi? Et donc, l'employeur a 1 mois pour répondre. Alors, on va passer à la réponse. Selon vous, quelles sont les données que l'employeur est tenu de communiquer à l'employé par rapport à cette demande? Alors, d'abord, les mails personnels du salarié, les mails professionnels du salarié, les mails dans lesquels apparaissent le nom du salarié, les données du registre du personnel, les procédures éventuelles sur lesquelles apparaissent le nom du salarié ou les faits professionnels. Alors, je rappelle, si vous n'avez pas pu flasher le code, vous pouvez aller sur menti.com directement et utiliser le code qui s'affiche en haut.
Alors, je vois quelques petites réponses qui sont apparues. Je vais vous donner la, oh, pardon. Je vais vous donner la solution parce que c'est vrai qu'on commence à dépasser un peu sur le temps. Alors, les mails personnels du salarié, bien évidemment. Les mails professionnels aussi. Les mails dans lesquels apparaissent le nom du salarié peuvent aussi être des choses qui doivent être envoyées au salarié. Enfin, en tout cas, dans les faits, c'est noté, mais on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Forcément, les données de registre personnel et les frais professionnels, bien évidemment. Alors, je vais commencer par les procédures sur lesquelles apparaissent le nom du salarié. A priori, non, puisque ça va intervenir en tant que document et vous n'êtes pas obligé de donner les documents aux salariés. Donc, effectivement, si le nom apparaît sur certaines procédures, vous pouvez dire effectivement votre nom et prénom peuvent apparaître sur les procédures, mais vous n'êtes pas tenu de remettre les documents. Les mails professionnels du salarié, normalement, vous êtes tenu. Après, effectivement, il faut préparer en amont et se poser la question du droit d'autrui. Lorsqu'on va remettre à l'ancien employé les données personnelles le concernant, on va se poser la question du droit d'autrui. Le droit d'autrui, c'est quoi? C'est le secret professionnel éventuellement de l'entreprise. Donc, si les emails professionnels sont considérés comme trop sensibles, il va falloir documenter pourquoi vous ne les transmettez pas. Et c'est à peu près pareil sur les mails dans lesquels apparaissent le nom du salarié. Là encore, le droit d'autrui, on peut se dire que si c'était un email qui a été envoyé par une tierce personne, peut-être qu'on va empiéter sur son droit à cette personne avant d'émettre cet email à la personne concernée. Donc c'est vrai que là, on voit tout de suite que finalement, c'est quelque chose, si on n'y a pas pensé en amont, un mois pour y répondre et pour penser à tout ça, ça commence à faire un petit peu limite. Maintenant, on va passer au quiz. Donc, je vous rappelle un diagnostic et un RGPD à gagner. Donc, si vous n'avez pas réussi à vous connecter encore, vous pouvez aller sur menti.com et utiliser le code au-dessus. Et n'hésitez pas à répondre le plus rapidement possible, puisque si vous répondez plus rapidement, vous avez plus de points. Alors, il n'y a que deux personnes qui sont connectées. Ah, une seule personne, deux, trois, deux. Allez, très bien. Bon, mais je vais commencer. Il n'y a que trois personnes qui vont pouvoir gagner un diagnostic RGPD. Un employeur, maintenant, est-ce qu'il peut s'opposer à la demande d'accès aux mails personnels conservés sur le compte professionnel d'un ancien salarié? Vrai ou faux? Alors, tout le monde a voté. Et la réponse est faux. Effectivement, il peut pas s'opposer, mais il faut avoir il peut s'opposer. Il ne peut pas s'opposer directement. Il faut vraiment qu'il y ait une raison valable qui soit le secret professionnel. Ensuite, question numéro 2. Souvenez-vous du BECO international. Selon vous, quelle est la meilleure solution qui a été mise en place par l'entreprise pour retirer les manquements au RGPD? Alors, je vous laisse lire parce qu'il y a beaucoup d'informations. Alors, finalement, ce qui a été mis en place, c'est qu'ils ont gardé les mêmes événements. En revanche, ils ne gardaient sur leurs données que le dernier événement. Donc, au final, au lieu d'avoir toute une batterie de données, ils gardaient qu'un seul événement, ce qui fait qu'on ne pouvait pas remonter sur toute la vie de la personne qui avait utilisé la voiture. Question numéro 3. Le RGPD inclut le traitement sous format papier. Vrai ou faux? Donc c'est vrai, tout le monde a bien répondu.
Maintenant, la nomination d'un DPO, est-ce qu'elle est obligatoire sur toutes les entreprises privées? Faux mais fortement conseillé, évidemment. Et une dernière question. Une société chinoise vend des articles en ligne à des clients situés en Suisse. Est-ce qu'elle est soumise au RGPD? Oui ou non? Alors, il y avait un petit piège. La société, elle est en Chine et elle vend à des clients qui ne sont pas situés dans l'Union européenne. Donc, du coup, elle n'est pas soumise au RGPD. Et on va pouvoir voir le gagnant. Donc, voilà. Donc, c'est Cake. J'imagine que c'est quelqu'un qui n'a pas mis ses données personnelles. Mais si vous prenez une copie d'écran de votre résultat avec Cake, envoyez-moi un email et on pourra discuter du diagnostic RGPD. Donc, je vais essayer d'aller assez vite maintenant parce que c'est vrai qu'on a un petit peu dépassé. Très rapidement, on peut vous aider du début à la fin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la mission RGPD, ça nous permet de réduire sur les honoraires puisque on utilise beaucoup d'informations qui est déjà dans la plateforme avec des templates et des choses qui permettent de mise en place très rapide. Suivant ce dont vous avez besoin, nous pouvons commencer avec des petits kits de démarrage qui sont très rapides jusqu'à une assistance complète. Et finalement, c'est des choses, on peut intervenir suivant ce que vous souhaitez, avec soit une intervention assez rapide en vous donnant toutes les informations et puis vous le faites vous-même, ou alors on peut vous aider jusqu'à la mise en conformité complète. On peut passer aux questions-réponses. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps, mais nous avons quand même quelques questions. Alors, la première question, est-ce que la plateforme RGPD, mission RGPD, elle est offerte par CIFAR IT? Effectivement, la plateforme mission RGPD, nous la proposons à tous nos clients parce que nous pensons que c'est une plateforme qui permet vraiment de faciliter les échanges entre CIFAR IT et le client. Comme je dis, avec les templates que l'on a, ça permet vraiment d'aller plus rapidement sur la mise en conformité. Si vous souhaitez juste un petit diagnostic et là vous ne souhaitez pas la plateforme, effectivement, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a fait en partenariat avec Mission RGPD et on souhaite la mettre en place avec tous nos clients, surtout sur le long terme lorsqu'on a des missions qui sont d'assistance sur le long terme et sur les missions de DPO. Deuxième question, c'est est-ce que vous délivrez une certification RGPD? Alors, ce qu'il faut savoir au niveau du RGPD, il n'y a pas vraiment de certification en tant que telle. Il y a des certifications pour les DPO, mais pas pour les entreprises. Ce qui est important, c'est vraiment la documentation que vous allez effectuer. Déjà, la documentation au niveau de ce que vous pouvez mettre sur la plateforme, ce que nous allons faire ensemble, les audits de sécurité. Et ce sera la documentation de toutes vos actions RGPD qui vont finalement prouver aux tiers que vous êtes conforme au RGPD. Donc, on ne va pas vous délivrer une certification. En revanche, on va vous donner tous les éléments qui vous permettent de justifier de votre conformité au RGPD auprès des tiers. Peut-être une dernière question, parce que je vois qu'on a un petit peu dépassé. Non, mais je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Voilà. Du coup, je vais vous remercier de votre attention pour ce webinaire RGPD. Merci de vos questions, merci d'avoir participé
à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, vous avez ici mon numéro de téléphone et mon adresse email. Surtout pour le gagnant, n'hésitez pas à m'envoyer un email rapidement pour que je reprenne contact avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup. Merci à tous. Merci Christian.